Nous démarrons cet après-midi avec un produit qui est à la cote, le poulet frit, le fried chicken. Regard croisé sur le poulet frit. Un poulet frit qui connaît une véritable explosion en France, porté par des géants comme KFC, Popeyes ou Wingstop. Un engouement particulièrement fort chez les jeunes générations qui rivalisent désormais avec la pizza et redéfinit les habitudes de consommation puisqu'en 2025, le chiffre d'affaires du secteur a bondi de 18% en un an, ce qui est quand même très important. Alors comment ces enseignes américaines ont-elles réussi à transmettre l'amour du poulet frit sur le marché français ? S'agit-il d'une tendance éphémère ou d'un succès durable? Et surtout, comment se différencier face à la multiplication des concepts? Eh bien, ce sont les questions que nous allons poser à nos deux intervenants de l'après-midi, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Jérémy Dupuis, directeur développement et opération pour Krusty Sabaidi, et Nordine Boujnan, directeur général de Wingstop France. Vous avez le choix effectivement, soit le canapé, soit le... Alors Jérémy, oui, mettez-vous là, ouais. Comme ça on sera... Sinon vous allez être loin de moi. Moi je me mets ici parce que comme ça j'ai une vue d'ensemble. Ce qui est assez confortable. Messieurs, bonjour. 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 Merci d'avoir accepté l'invitation de Serra Bacon Snack pour venir parler de ce poulet, de ce fried chicken que vous représentez tous les deux. Avant de vous poser quelques questions, je vais vous laisser le soin de vous présenter un peu plus en détail que je ne l'ai fait dans cette introduction. Nordine. Bonjour à tous, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Donc moi je suis Nordine Boujnan, je suis le cofondateur et président de Wingstop pour la France, que j'ai cofondé avec deux associés. Wingstop, donc c'est un acteur qui est spécialisé dans le poulet frit, mais surtout sur une échelle de saveurs qui est assez inédite. On a aujourd'hui 8 établissements au total, dont 6 dark kitchen qu'on a ouvert il y a à peu près 1 an et demi, et 2 restaurants, un flagship dans le quartier de Bastille et un deuxième restaurant dans le centre commercial de Ralil à Lille. Et prévoit d'ouvrir plusieurs restaurants sur le premier semestre 2026. Merci Nordine. Jérémy Dupuis, Krusty Sabaidi. Et donc Jérémy Dupuis, donc je suis directeur des opérations et du développement pour donc le groupe Krusty Sabaidi. Krusty Sabaidi, on est une enseigne, donc une franchise de restauration rapide, plutôt basée sur la restauration asiatique. On est donc assez connu pour le fait d'être les inventeurs d'un plat qui est très tendance aujourd'hui, c'est le Krusty. Et donc un réseau qui est né à Bordeaux en 2012, qui a mis un petit peu de temps à se développer. D'abord en propre, puis en franchise à la sortie du Covid, et qui compte aujourd'hui 33 points de vente avec environ 25 ouvertures qui sont prévues sur l'année 2026. Qu'est-ce qui vous a donné envie en 2012 de vous intéresser au poulet qui n'en était pas au stade où il en est aujourd'hui, je dirais dans sa popularité? Alors effectivement, en 2012, le poulet n'était pas forcément un produit qui était aussi puissant qu'aujourd'hui sur le marché de la restauration. Mais la volonté du coup en 2012 était de créer un concept et donc de créer un produit. Aujourd'hui, on a fait un petit peu évoluer notre carte puisqu'on ne propose pas que du Krusty, on propose aussi des wok, on propose aussi des burgers, des choses comme ça. Mais la base de ce concept, c'était un plat simple, peu cher, avec une grosse quantité qui peut être facilement disponible pour les clients, que ce soit sur la restauration sur place, à emporter ou en livraison. Et donc c'est de là qu'est née l'idée du Krusty, un plat très basique avec une base de riz, de la sauce, du poulet croustillant par-dessus. Donc voilà. Succès immédiat quand vous avez lancé l'entreprise? Alors succès immédiat, oui. Le concept est né en banlieue bordelaise sur un petit local de 9 mètres carrés. Ça a explosé dès le démarrage. Ensuite un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et aujourd'hui on fait des points de vente. Notre plus grand restaurant fait plus de 200 mètres carrés. Et on reçoit énormément de sollicitations pour ouvrir. Vous avez aussi, donc, comme Wingstop, un endroit où on peut s'installer parce que vous avez l'envie de recevoir des clients qui veulent s'attabler pour profiter de votre offre?
Oui, exactement. Exactement. On est sorti un peu de cette méthode de consommation qu'on avait au démarrage, qui était très tournée vers la consommation à emporter ou la livraison. Et aujourd'hui, on accueille nos clients sur place dans les restaurants avec une charte architecturale qui est propre à la franchise. Quelle est votre cible à vous deux? Vous ciblez plutôt les jeunes, plutôt les... Ouais, plutôt les jeunes, plutôt la Gen Z, donc Okay. 15-30 ans à peu près. Clientèle très urbaine, ultra connectée sur les réseaux sociaux, avide d'expériences immersives, de nouveautés, de partage, voilà. Donc c'est notre cible principale. Et vous, Jérémy? Donc nous, on a la chance d'avoir une carte qui est un petit peu plus large, donc avec des plats qui sont très orientés justement sur la Gen Z, la même type de clientèle que va chercher Wingstop. Donc ça sera plus la clientèle du Krusty. Après, on est venu développer et étoffer la carte justement pour pouvoir proposer des plats à une clientèle qui sera plus large et plus variée, avec des plats au wok et avec des burgers. Vous l'avez fait parce que vous vous êtes rendu compte assez vite que vous alliez vous enfermer dans un monoproduit? Ouais, le fait de s'orienter sur une niche et de rester que sur cette niche-là, ça reste un vrai risque pour le concept. Donc, assez naturellement, on est venu étoffer la carte pour ne pas s'enfermer sur une niche. Nordine Boujnane, je vous laisse réagir par rapport à ça. Alors, je le précise, je ne sais pas si vous l'avez dit tout à l'heure, mais la marque Wingstop existe aux États-Unis depuis 1994, donc ça ne date pas d'hier. Et il y a aujourd'hui 2500 restaurants dans le monde. Alors, ce que je ne sais pas, donc je vous le demande, est-ce que aujourd'hui Wingstop faisait-il du poulet croustillant en 94 et donc continue-t-il aujourd'hui sur la même gamme, ou est-ce que cette gamme elle a évolué? Wingstop, c'est né en 94 dans le Texas, effectivement. Donc on a fêté les 30 ans de Wingstop l'année dernière aux États-Unis. On a 31 ans d'ancienneté. L'histoire de Wingstop, c'est d'abord une pizzeria à la base. Donc le fondateur de Wingstop, c'est une personne qui avait fondé une pizzeria et qui, à un moment donné, a rajouté des wings en sides, en accompagnement. Puis il a rajouté des saveurs à ses wings, donc une certaine variété de saveurs. Et il s'est rendu compte que les wings étaient systématiquement commandés avec les pizzas. Et il a commencé à faire un pas de côté en faisant un plat à part entière. Et il s'est rendu compte d'une deuxième chose, c'est que les wings étaient commandés de plus en plus, pas autant que la pizza, mais ça ne cessait de croître. Et petit à petit, il a fait évoluer son modèle en spécialisant sur les wings, et même en donnant un nouveau nom à sa société qui est désormais Wingstop, et très tôt. Et il s'est spécialisé après dans le poulet frit, et à la base uniquement sur des wings avec toute une échelle de saveurs. La croissance s'est faite d'abord aux États-Unis. Sur les 2500 restaurants dans le monde, il y en a 2000 qui sont aux seuls États-Unis, en réalité. Et donc, ça veut juste dire que Wingstop démarre son expansion internationale et commence à attaquer un certain nombre de pays. Donc, parmi les pays où il y a Wingstop, il y a toute l'Amérique du Nord, le Canada, il y a le Mexique, où il y a à peu près 200 restaurants. Il y a une percée qui commence à se faire notamment au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, il n'y a pas très longtemps, au Koweït, à Bahreïn, etc. Et si on fait un focus maintenant chez nous sur l'Europe, le premier pays à être ouvert, c'était l'Angleterre, en 2019. L'Angleterre, ça a été un énorme succès pour Wingstop. Mais vraiment, et puis je le dis d'autant plus modestement qu'on n'a aucune part de responsabilité dans ce succès, mais ça a été vraiment, vraiment un très, très gros succès. Parce qu'ils ont rencontré leur public, une Gen Z qui attendait ce type de produit, mais Wingstop a une dimension particulière qui lui donne un ADN vraiment différenciant par rapport aux autres. C'est pas que le produit, c'est aussi ce que véhicule la marque. Et Wingstop, c'est typiquement une marque lifestyle, très ancrée sur les cultures urbaines, sur la musique rap, sur le sport, sur la danse. Nous, en France, on fait pas mal de collabs avec des rappeurs. On a sponsorisé K54, qui est un super beau tournoi de basket de rue il n'y a pas très longtemps. On s'apprête à faire des tournois de breakdance dans certains restaurants. Chaque ouverture, c'est un DJ qui vient, qui anime avec plein d'influenceurs et de stars de la musique, du sport qui viennent. Et donc, cet attelage-là de produits avec une échelle de saveurs extrêmement variée et qu'on ne trouve pas en France, plus un ADN sportif, musical, etc., ça peut faire un énorme succès. Donc tout notre enjeu à nous maintenant, c'est de bien travailler pour reproduire le succès de l'Angleterre ici en France, mais les démarrages sont très très encourageants. Et, du coup, la marque aujourd'hui, si je peux me permettre de vous poser cette question-là, elle vous appartient pour la France? Non. Non, vous avez juste monté Exactement. l'unité parisienne? Ouais,
Contrairement à Krusty Savaidi, nous, on n'a pas créé Wingstop. Oui, non, ça je l'ai bien compris, mais en fait, l'exploitation de la marque en France. La marque ne nous appartient pas. Ok. La marque Wingstop, ça appartient à Wingstop International. Ok. Nous, ce qui nous appartient, c'est la société qu'on a créée, qui a signé un contrat de master franchise avec Wingstop International. Donc, ce qu'on a le droit de faire, c'est exploiter cette marque en France. Donc ça, c'est notre seul droit à nous. Oui. Mais avec les recettes et les produits de la marque Wingstop, qu'on peut faire évoluer. C'est-à-dire que Wingstop n'est jamais opposé à ce qu'on fasse des sauces maison, adaptées aux goûts locaux, etc. Mais à la différence de réseaux qui sont créés par des fondateurs en France, nous, on est master franchisé. Et donc, on est quand même astreint à respecter des règles, des processus, des recettes, etc. qui viennent de la maison mère. Mais si demain, moi, je veux ouvrir un Wingstop, en fait, c'est par vous que je vais passer. Tout à fait, Okay. tout à fait. Effectivement, nous, on a le droit donc d'exploiter la marque Wingstop en France, en propre ou via des franchisés. Et effectivement, si un jour on ouvre le réseau à la franchise, c'est par notre canal à nous que ça. J'imagine que c'est votre objectif. Eh ben, à ce stade, la décision n'est pas encore prise, pour être totalement transparent avec vous. Ouais, parce qu'on a démarré notre aventure en 2024, mi-2024. Donc, vous êtes encore tout jeune. Beaucoup plus récent que Krusty Savaidi sur le marché français. Et pour l'instant, on est totalement focalisé sur une seule chose, c'est asseoir nos processus de fonctionnement. Comment est-ce qu'on recrute, comment on va gérer la logistique, les approvisionnements, comment on va gérer nos restaurants, etc. Et dès lors qu'on aura fait la démonstration du concept sur plein de formats différents, centre commercial, centre-ville, zone périurbaine, voire aéroport, gare, etc., à ce moment-là, s'il y a un besoin d'accélérer la croissance, bien sûr, on s'appuiera sur des franchisés de talent. Ouais. Vous êtes développé en franchise, Jérémy Dupuis ? Ouais, on s'est lancé en franchise à partir de la sortie du Covid. Justement, après avoir fait tout ce travail de structuration du process, de tous les process opérationnels, de structuration de l'équipe aussi, de support du siège, et également d'asseoir une vraie identité de marque avec une charte architecturale, une charte graphique et tous les éléments nécessaires au lancement en franchise. Donc aujourd'hui, vous avez une trentaine de points de vente. Exactement. Et avec la volonté d'en ouvrir un peu plus dès cette année. Si on tient les objectifs, on double le réseau cette année, ouais. Alors, une question essentielle à notre thématique, hein, le produit qui est à la cote, le fried chicken. Qu'est-ce qui, selon vous, fait la clé du succès dont vous parlez Pourquoi est-ce que les gens sont si attirés par ce produit qui paraît relativement simple, quand même, soit des ailes de poulet, enfin du poulet avec une saveur Là, vous avez le droit de répondre tous les deux, bien entendu. Ouais, le produit, il est très simple. Et il y a déjà un point fort, c'est que le poulet, il est dans nos habitudes de consommation. Tout le monde consomme du poulet dans le monde entier, toutes les générations. Il n'est pas frappé d'interdits culturels ou autres. Enfin, le poulet fait partie de nos modes de consommation. C'est pas une nouveauté. Deuxièmement, on voit même que la consommation du poulet en France par rapport à la consommation des autres viandes est la seule qui est en croissance. Là où le bœuf et le porc diminuent. Et que cette part du poulet dans la consommation totale de viande ne cesse de croître. Donc on voit un vrai engouement en fait des Français pour le poulet. Après, c'est vrai que le poulet, nous par exemple chez Wingstop, il y a une phrase clé qu'on dit, c'est qu'on ne vend pas du poulet frit, bizarrement. Ce qu'on vend, c'est des saveurs. Et c'est vrai que le poulet frit, c'est un excellent support pour explorer plein de saveurs différentes, plein de recettes, plein de marinades, plein de variétés, etc. Et après, quand on combine ça avec la clientèle Gen Z qu'on cible, qui elle veut vraiment des expériences nouvelles, aller 2 fois dans un même restaurant, mais goûter 2 fois des produits différents, et notamment des saveurs et des marinades différentes, plus l'effet réseaux sociaux, Instagram et surtout TikTok, ça suffit à enflammer le sujet et en faire un vrai succès. Jérémy Dupuis. Et ouais, j'y rajouterais même la partie, on va dire, économique qui est liée au poulet. Effectivement, je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est un produit qui est universel, c'est un peu la protéine animale universelle, le poulet, aujourd'hui. Et c'est un produit qui répond pour le consommateur aux nouvelles envies, et en tout cas les nouvelles tendances de consommation. C'est je veux un produit qui soit bon. C'est une protéine qui est perçue comme un peu plus healthy que le porc, le bœuf par exemple. C'est une protéine qui est moins chère aussi, donc qui permet à la fois aux consommateurs de trouver un produit en restaurant qui soit accessible et aux restaurateurs, pour le coup, de trouver un produit qui répond à leurs nouvelles, on va dire, aux nouveaux challenges économiques qui sont le maintien de la marge, parce qu'on a un produit qui
du coup, qui est plus simple, qui permet de maintenir cette marge plus facilement. Et c'est un produit également qui a la chance d'être plus simple à trouver. Donc les approvisionnements de poulet sont plus faciles aujourd'hui que les approvisionnements de bœuf ou de protéines, de protéines plutôt de produits de la mer, par exemple. Je peux me permettre de vous demander où est-ce que vous vous approvisionnez? Est-ce que vous avez fait le choix d'un poulet français ou est-ce que vous prenez, je dirais, au meilleur offrant qu'est-ce que Non, vous avez aujourd'hui, nous, on est sur du poulet européen. Ok. On a commencé au tout démarrage avec du poulet français, puis ensuite, pour des raisons qui sont des raisons de volume, on a été contraint, puisqu'on passe plusieurs tonnes par jour dans le réseau de poulet, on a été contraint d'externaliser sur l'Europe. Vous n'avez pas réussi à trouver un partenariat avec quelqu'un qui arrive à suivre la demande? Pas sur notre cahier des charges, non. Ok. Et vous, Nordine Boujnan? C'est un vrai sujet. L'approvisionnement et l'origine de la viande. Nous, on s'approvisionne aussi principalement dans l'Union européenne. Et c'est vrai que la demande est telle que la filière avicole aujourd'hui n'est pas en capacité en fait de l'assouvir pleinement. Et même certaines études qui disent que si on voulait que tous les acteurs n'achètent que du poulet français, il faudrait construire un poulailler par département chaque année. C'est-à-dire qu'il en faudrait 400 pour les 4 prochaines années. Ce qui est de l'ordre des politiques publiques, en fait. Ce n'est pas les acteurs de la restauration qui vont faire ce mouvement-là. Donc on s'approvisionne là où on peut, effectivement, idéalement au travers des circuits les plus courts qui soient. Mais c'est vrai que pour rebondir sur ce que disait Jérémy, il y a dans le poulet frit, dans l'imaginaire collectif, un bilan carbone qui est largement inférieur à celui du bœuf et un ratio protéines matière grasse qui est nettement plus favorable. Donc effectivement, c'est une preuve, s'il en fallait une de plus, de l'engouement des Français pour cette protéine. Alors, je sors peut-être un instant du contexte, mais c'est un sujet d'actualité, c'est pour ça que je vous pose cette question-là. Est-ce que vous avez fait le choix dans vos approvisionnements d'avoir un poulet halal? Oui, nous, c'est un choix depuis le démarrage, qui est un choix des fondateurs, dès le démarrage, de pouvoir proposer un produit à toute la population. Ouais. Et vous aussi? Chez Wingstop, c'est pareil, tout à fait. On a démarré et on est sur un approvisionnement et une offre qui est 100% halal, effectivement, pour des raisons d'inclusivité. On souhaite adresser le marché le plus large possible. Wingstop en Angleterre est halal aussi. Et ma foi, j'estime que c'est très bien d'avoir la clientèle la plus large qui soit et de ne pas avoir des barrières. Ouais, parce qu'on là, je vous pose cette question parce que c'est vrai que c'est vraiment un sujet d'actualité. On en parle beaucoup et on voit que c'est aussi économiquement parlant, un secteur qui s'est avéré porteur et comme vous le dites, qui est très inclusif et qui s'ouvre à une clientèle large. Donc, et qui ne concerne pas que la restauration. On voit dans la grande distribution le nombre de rayons halal, etc. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un segment de clientèle qui est important, qu'il ne faut pas négliger et qui a tout aussi le droit de pouvoir consommer ces produits partout. Alors, vous ressentez, j'en reviens à l'attrait de notre produit, vous ressentez avec le poulet que justement ce côté bon marché, ça pèse aussi dans la balance? Très clairement. Aujourd'hui, on le voit. Je vais prendre l'exemple de la Gen Z, justement, qui se déplace dans les restaurants. Et quand on est sur un service du midi, par exemple, des fois, on va avoir des étudiants, des jeunes, qui vont venir, qui vont prendre un crousty donc, en taille L, donc c'est à peu près 800 grammes, et qui vont se le partager à deux. Sauf que à deux, ça fait 8,90 € divisé par deux. Ouais. Donc pour moins de 5 € chacun, ils vont avoir un repas le midi qui soit conséquent. Donc je pense que c'est en ça que des enseignes comme les nôtres viennent chercher à répondre à cette nouvelle tendance de consommation. Et le poulet fait clairement partie de cette stratégie. Oui, avec un côté aussi généreux. Parce exactement. Que si on peut se la partager, ça veut dire que la portion est généreuse. C'est quoi le ticket moyen chez vous à peu près? Nous, on a un client moyen aujourd'hui qui est à 11,50 €, en sachant que notre produit d'appel démarre à 7,50 € avec un Krusty M qui fait un peu plus de 400 grammes. Et pour vous, Nordine Boujnan? Nous, on est sur un positionnement un peu différent. Le ticket moyen, c'est 21 € chez nous. Ah ouais? Ouais, c'est 21 €. C'est, sans faire injure ni offense à qui que ce soit, mais c'est un positionnement qui se veut être plus premium. Et c'est vrai que le prix est en adéquation avec l'offre qui est basée sur un catalogue de saveurs, énormément de personnalisation, même dans le choix des boissons. On a un partenariat avec Coca-Cola où la boisson permet d'avoir un choix extrêmement large entre différentes marques, différents parfums, etc. Et le design du site en lui-même qui est très
designé autour des cultures urbaines, la playlist musicale qui est faite par un DJ de renom, l'accueil client. Nous, on mise énormément sur le fait d'accueillir les clients, les aider dans le choix de leurs produits, de leurs saveurs, le service à table, mais aussi le débarrassage. Donc on est un peu entre la restauration rapide, ultra digitalisée et sans contact avec qui que ce soit, et la restauration traditionnelle où on remet une dose quand même d'accueil, d'accompagnement. Ouais. Est-ce que tous les Wingstop se ressemblent? Est-ce que si je vais à Londres, je vais avoir cette même physionomie de magasin? Pas forcément, non, pas forcément. Parce que Wingstop, c'est déjà 31 ans d'ancienneté. Effectivement, entre les premiers restaurants qui ont ouvert et les tout derniers, il y a déjà un gap en termes de design, de physionomie du site, etc. Mais ce design, pardon de vous couper, ce design, il a été aussi insufflé par la marque? Non, pas du tout. Ça, c'est nous, en France, on a vraiment une carte blanche en fait pour faire nos designs à nous. Nos capex, nos investissements sont assez élevés en restaurant parce qu'on veut vraiment faire des restaurants qui sont vraiment bien designés. C'est-à-dire en termes de, de choix de matériaux, d'ambiance, le système sonore, il coûte déjà plusieurs dizaines de milliers d'euros pour avoir un son déjà qui soit net et qui soit le même quelle que soit votre place dans le restaurant. Il y a des écrans qui diffusent en continu du contenu. À Lille, par exemple, on a toute une arche à l'entrée qui est sous forme d'écran et qui est quand même qui tape à l'œil et qui différencie déjà clairement par rapport aux autres acteurs. Donc non, les sites se ressemblent pas d'un pays à un autre. En France, les sites vont se ressembler avec une expérience qu'on veut être vraiment poussée. Mais qu'est-ce qui vous a poussé, avec cette cible Gen Z, juste d'avoir un accueil? Parce que pour le coup, ça, c'est pas Wingstop qui l'impose, mais vraiment, ça a été le fruit d'une réflexion avec mes associés où on se disait, mais c'est quand même dingue qu'aujourd'hui, quand on entre dans un restaurant, quel qu'il soit, de la restauration rapide, on a zéro contact avec qui que ce soit. On commande dans une borne, on va s'asseoir, on regarde un écran pour savoir si la commande est prête. Parfois, quelqu'un hurle le numéro de la commande et on vient la chercher. On s'assoit, on finit de manger, on débarrasse nous-mêmes. Parfois, on doit même nettoyer les tables parce qu'il reste encore des plateaux que personne n'a débarrassé. Il faut, nous, en tant que client, le faire soi-même. Par rapport au positionnement de la marque Wingstop, par rapport à l'expérience client qu'on souhaitait donner, pour nous, ça a été évident de se dire on va remettre une touche d'humain dans l'accueil. Par rapport à la nouveauté de la carte Wingstop qui peut être assez complexe pour un nouveau client, on va vulgariser, expliquer ce qu'il y a derrière les saveurs. Et même par rapport à l'expérience client qu'on veut donner et le fait que le client revienne, soit satisfait, qu'il en parle autour de lui, qu'il laisse une superbe évaluation sur Google, eh ben on s'est dit on va réinvestir dans de l'humain, détériorer un peu notre masse salariale, mais qu'on va retrouver après peut-être par une fidélisation client plus élevée. Et aujourd'hui, on a ouvert le premier restaurant le 2 juin 2025, donc ça fait moins d'1 an. Aujourd'hui, on regrette en aucun cas ce choix. Et moi, j'invite tout le monde à regarder les avis Google qu'on a aujourd'hui, mais je crois qu'il y a 8 avis sur 10 qui expriment ce contact client qui est superbe, qui cite le nom du salarié qui l'a accueilli. Et pour nous, ça fait partie de même pas de satisfaction client, mais ce qu'on cherche à trouver, c'est l'enchantement du client. C'est-à-dire que vraiment, il a vécu une superbe expérience de goût, de musique, de contact avec nos salariés, et il en ressort extrêmement satisfait. Ouais. Jérémy Dupuis, quelle réflexion vous avez eue par rapport à ça, à l'accueil client chez Krusty Savaidi? Est-ce que vous êtes dit aussi parce que vous m'avez dit au départ que vous aviez maintenant des restaurants qui pouvaient accueillir des clients. C'est pour cette raison-là aussi, vous avez senti que c'était bien de recevoir les gens, qu'il fallait recréer du contact. Comment est-ce que vous avez fait évoluer? Comment est-ce que vous avez réfléchi tout ça? Bah alors pour le coup, nous on vient de loin d'un point de vue expérience client parce que comme je le disais dès le démarrage, on a commencé sur un petit immeuble, 9 mètres carrés, 4 personnes dans la cuisine qui se crient dessus parce qu'il y avait trop de monde qui attendait devant. Faut savoir qu'au tout démarrage de Krusty, on avait des gens, on était donc à Lormont en banlieue bordelaise, on avait des gens qui venaient d'en dehors de l'Aquitaine spécialement pour venir tester le Krusty. Et donc on se faisait déborder tous les jours. Pendant les 2 premières années, on n'a même pas pu activer Uber parce qu'on avait trop de monde sur place. Donc c'est ce qui nous a aussi dans un sens conforté dans l'optique de on ne cherche pas forcément à proposer une expérience client aussi poussée que ce que va faire Wingstop. Nous, ce qu'on va chercher à promouvoir, c'est un plat qu'on va proposer qui sera facile à emporter, qui sera qualitatif, quantitatif et un prix attractif. Ça va être vraiment ça les piliers de Krusty Savaidi. Et après, finalement, pourquoi je dis qu'on revient de loin, c'est parce que petit à petit, on est venu
étoffé. On a d'abord fait une première version, ça devait être en 2016-2017, une première version d'une nouvelle charte architecturale pour aller chercher des premiers restaurants qui faisaient 80-100 mètres carrés. Et petit à petit, on est venu retravailler avec un architecte une deuxième version qui sera beaucoup plus poussée vers le côté instagrammable. On est venu ajouter des écrans, des néons, on est venu ajouter des bornes, des stop trottoirs dynamiques, on est venu ajouter des plantes dans les restaurants pour venir donner un côté humain aussi au restaurant. Mais nous, la différence entre nos deux concepts, qui a très bien été dit, c'est que le panier moyen chez Wingstop est presque 2 fois supérieur à celui de Krusty Zabaidy. Donc nous, on va aller chercher plutôt du volume, mais pas à n'importe quel prix. Donc une belle charte architecturale et du coup des restaurants qui ont tous la même ADN mais qui sont travaillés un à un par notre architecte au moment de la partie dépôt des dossiers administratifs. Mais je retiens de ce que vous dites tous les deux, c'est que en fait, en plus d'un produit porteur, il est quand même bon d'avoir un décor agréable et ce contact humain qu'on sent finalement important chez la Gen Z qui arrive et dont tout le monde parle en ce moment. Il est très important, oui. C'est la discussion qu'on avait un petit peu en off tout à l'heure. En fait, c'est un marathon. Le développement, que ce soit en franchise ou en propre, c'est un marathon. C'est des développements qui se font sur 5, 10, 15 ans. Regardez-nous, on a mis presque 10 ans à sortir du modèle propre, magasin en propre, à basculer sur un modèle de franchise. Et aujourd'hui, on commence à peine à regarder l'international, et encore, c'est que les pays francophones. C'est le développement, il doit se faire step by step. On doit vraiment à chaque fois consolider la charte architecturale, consolider l'expérience client, consolider l'expérience autour du produit, la partie opérationnelle. Et c'est que comme ça qu'on va arriver à monter. Et quand on voit aujourd'hui des concepts qui sortent en 1 mois, 2 mois, et qui vont aller se développer en franchise partout, avec une volonté de surfer sur une vague, ça a du succès. On le voit encore aujourd'hui avec le multiples enseignes, nous qui sont venus sur notre secteur, sur notre segment, pardon. Mais je ne suis pas persuadé que le client sur le long terme soit sensible et revienne encore sans expérience client. Vous dites attention à la pérennité. Exactement. Ouais. Oui, et surtout la vision de long terme, et dès le démarrage d'ailleurs. Et moi par exemple, je suis absolument convaincu que déjà le poulet frit, et pour revenir à une des questions, c'est pas un effet de mode, parce que le poulet c'est un produit encore une fois bien ancré dans nos habitudes de consommation, et le poulet frit il existe chez McDo depuis un certain nombre d'années sous forme de nuggets, donc c'est pas une nouveauté. Mais par contre les acteurs qui vont perdurer, c'est ceux qui pensent cuisine et opération avant marketing. C'est ceux qui, dès le départ, vont structurer le projet avec une vraie vision de long terme, de choix de localisation, de réflexion sur effectivement l'architecture, sur une vraie analyse du comportement des consommateurs, sur comment leur donner une superbe expérience et déjà qu'est-ce qu'ils souhaitent à la base. Et pour moi, c'est ceux-là qui, vraiment, pour le coup, c'est une belle expression, c'est un marathon plus qu'un 100 mètres, et c'est ceux-là en fait qui ont vocation, je pense, à réussir sur le marché. Toutes les enseignes en fait qui surfent sur des vagues peuvent vraiment pour le coup faire de très très bons démarrages. Ils peuvent faire beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux, mais la réussite se fait sur la durée dans ce secteur d'activité. En tout cas, il y a encore de la place pour le poulet croustillant. On peut, ouais. Oui, complètement. Ouais. Complètement. Il y a encore des verticales qui n'ont pas été. Le poulet croustillant en fait partie, mais autour du poulet, il y a encore des verticales qui n'ont pas été explorées, qui n'ont pas été poussées. Et je pense qu'il y a encore un marché à continuer à développer. Et de toute façon, les chiffres nous le montrent avec une croissance de plus de 5% chaque année. Les chiffres le montrent et c'est pas prêt de s'arrêter, je pense. Merci messieurs, avant de vous laisser repartir, comme à la fin de chacun de nos échanges, je propose au public présent de poser des questions. Alors si vous avez une question à poser, enfin une ou deux questions d'ailleurs, il vous suffit de lever la main, je viens vous voir pour vous tendre le micro. Ça va bien depuis hier. Bonjour.
Du coup, j'avais une question en fait sur notamment quand vous parliez d'expérience client, enfin le fait de la mettre aussi pas mal en avant, presque au même niveau que le produit. En fait, comment vous arrivez à maintenir une bonne expérience client sur du produit à emporter? C'est-à-dire là où en fait le client a quasiment le moins d'expérience, que ce soit sur les plateformes ou du à emporter en pick-up, en click and collect. Comment vous arrivez en fait à maintenir une bonne expérience? Franchement, c'est une superbe question. C'est une super question parce que la première expérience client, c'est celle du goût déjà. Et c'est vrai que le produit en livraison, il y a déjà le temps de préparation, le temps de la livraison lui-même, et il n'a pas du coup les mêmes propriétés que lorsqu'il sort directement de la cuisine. Et nous, on y a été directement confrontés parce qu'on a entamé notre démarrage avec des dark kitchen, que de la livraison, et ça a été un vrai sujet. Il y a eu déjà une première manière de l'adresser, ça a été de travailler à fond le temps de préparation et de le réduire au maximum. Et d'ailleurs, c'est notamment pour ça qu'on a ouvert des dark kitchen, c'est que les dark kitchen se focalisent exclusivement sur la livraison, ne sont pas embêtés ou gênés par de l'accueil client ou par quoi que ce soit. C'est des toutes petites unités de production dédiées à la livraison. Et donc on a beaucoup travaillé sur comment optimiser le process pour réduire les temps gaspillés au maximum. Ensuite, le deuxième sujet, c'est qu'on a ouvert 6 dark kitchen quasiment le même jour, plutôt que d'en ouvrir une d'abord et 3 mois après une seconde, etc. Pourquoi? Pour essayer de mailler autant que possible et réduire les temps de livraison en eux-mêmes. Et après, on a beaucoup travaillé sur le conditionnement, sur l'emballage, pour garder la chaleur du produit, la croustillance du poulet, etc. Et au bout du bout, je vais être totalement franc avec vous, il n'y a pas de comparaison possible entre le produit qui sort directement de la cuisine et un produit que vous recevez 15 minutes après sa préparation. Ça, c'est sûr que l'expérience gustative, elle n'est pas du tout la même et c'est un fait. Mais voilà la manière dont nous, on l'a adressé et c'était plutôt correctement exécuté. Vous voulez ajouter quelque chose, Jérémy Dupuis? Non, c'est plutôt très clair. Effectivement, c'est ce qu'on met aussi en place avec une vraie importance autour du packaging, puisque finalement, surtout sur les plateformes de livraison, le client ne voit pas le restaurant. Donc, nous, par exemple, des trucs tout bêtes, mais on va venir mettre des fiches à l'intérieur avec un mot spécial, avec le prénom sur la commande, avec un QR code ou alors un bon de réduction pour la prochaine commande sur place. Mais autour de l'expérience client, en fait, sur la partie livraison, nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est récupérer ce client, parce que le client en livraison, c'est pas notre client, c'est le client d'Uber, c'est le client de Deliveroo. Donc, on va chercher à essayer de le convertir via soit une offre pour le faire venir en restaurant, soit une offre pour le faire venir en click and collect, pour qu'il se rapproche de nous et que ça devienne notre client. Merci. Vous avez l'intention de faire de la livraison? Ok, parce que ce jeune homme était présent hier et donc va ouvrir un coffee shop à Aix-les-Bains, c'est ça, hein? Un cookie shop ou un coffee shop? Attendez, je reviens. Du coup, c'est un cookie shop qui propose aussi de la boisson chaude et froide, donc aussi coffee shop. Et en fait, la particularité, c'est que c'est que du emporté. Donc c'est un petit local aussi, un peu comme vous avez commencé, j'espère. Et du coup, il n'y a que de l'emporté. Et on réfléchissait, en fait, vu qu'il n'y a que de l'emporté, on ne peut pas offrir un service ultra... Enfin, le service n'est pas très long, en fait, pour le client. Et du coup, on se demandait comment faire en sorte de lui faire passer la meilleure expérience, alors que il rentre pas dans la boutique, il s'assoit pas. Et du coup, c'est une vraie question pour nous. Ouais. Ah, une deuxième question? Non. Et du coup, oui, c'est pour ça qu'en fait, on compte faire de la livraison logiquement. Une dernière question? Ah, du coup, ça se lève. Allez, on verra si c'est rapide, je viens vers vous après. Bon, déjà, merci pour cet échange, Nordine et Jérémy. J'avais une question pour Jérémy, pour Krusty Sabaidi. Vous avez commencé en succursale et après vous êtes passé en franchise. Qu'est-ce qui a été décideur de ce moment-là? Qu'est-ce qui a été le point bascule, on va dire, et pour quelles raisons? Et deuxième question, par rapport aux 30 magasins, combien sont franchisés et combien sont en succursale, on va dire, actuellement? Alors, réponse courte, Jérémy, comme ça Je vais essayer de faire le plus court possible. Alors du coup, qu'est-ce qui a déclenché cette volonté? C'est évidemment le fait d'aller chercher une croissance. On peut grandir vite en étant en succursale. Nous, la particularité, c'est qu'on ne faisait pas appel aux banques au démarrage. Donc, on a dû aller chercher des leviers externes. Et donc, ce levier externe, c'était la franchise. Et c'est ce qui a fait qu'en
à la sortie du Covid, on s'est lancé sur ce modèle-là. Et aujourd'hui, on a 40% de notre parc qui est succursale et 60% en franchise. Merci, c'était très concis. Parfait. Dernière question. Je le tiens. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question aussi pour Jérémy Dupuis. Vous avez parlé tout à l'heure de construction d'identité de marque et de pérennité du concept. Moi, de ce que je constate, je vois qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui essayent de reprendre un petit peu votre concept, notamment votre plat phare, voire même à imiter le nom, Krusty. Et je voulais savoir comment est-ce que vous positionniez par rapport à ces concurrents qui essayent de surfer sur un plat que vous avez réussi à rendre viral. Alors c'est la question qui nous est le plus posée, que ce soit par des investisseurs, par des journalistes ou par toutes les personnes qui s'intéressent à notre concept. Effectivement, nous, aujourd'hui, on est plutôt fiers justement du fait que le produit qui a été créé et qui était un produit que nous, on a mis du temps à faire sortir de la région bordelaise, explose à ce point-là aujourd'hui. Quand on en discute avec les personnes qui étaient en cuisine au démarrage, c'est grande félicitations les gars, parce que vous avez créé le banger du début des années 2020, et sauf que vous l'avez créé en 2010. Aujourd'hui, comment dire ça, je reviens un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas un 100 mètres, c'est un marathon. C'est vrai, et c'est pour ça qu'on essaye de proposer un produit de la meilleure manière possible sur le long terme dans les restaurants. Et je vais même... nous, en fait, on a cette politique de, plutôt que de tout faire et de prendre un produit et de venir le dégrader dans un sens en proposant la recette originale et en la dupliquant en 20 méthodes différentes, nous, on part du principe qu'on fait quelque chose, on le fait bien et on le respecte, et c'est pour ça que ce produit, le Krusty, quand vous venez dans un Krusty Sabaïdi, peu importe le restaurant que vous allez visiter, que ce soit à Bordeaux, que ce soit à Caen ou que ce soit à Nice, vous trouverez le même produit avec la même qualité, et nous, on a une vraie... on apporte énormément d'importance à la qualité et on revient à l'expérience client en franchise. Je ne sais pas si vous avez vraiment répondu à la question. Parce que... je crois que la question était plutôt de savoir si ça vous gênait pas qu'on s'inspire en fait du Krusty. Non, justement, je disais tout à l'heure que ça nous rend plutôt fiers. Ok. Le fait que énormément de personnes soient revenues dessus. Après, on a inventé un plat, ça reste plat du riz, du poulet, donc on va pas non plus. Malheureusement, en cuisine, rien n'est déposable. Exactement. Et moi, je pourrais vous citer un autre exemple que j'ai entendu de la bouche de Johan Caron, qui est le bras droit de Cédric Grolet. Vous imaginez bien que les fruits sculptés, il y en a à travers la France. Et Johan Caron m'a dit, en fait, c'est génial que les gens reprennent les fruits sculptés, parce que, c'est des créations d'entreprise parfois, et c'est autant de personnes qui travaillent, qui s'investissent et qui sont fiers de proposer ça à leurs clients. Donc en fait, il n'y a pas de problème. Et puis finalement, quand on est créatif, je dirais créateur d'une tendance, quelle qu'elle soit, on ne s'arrête jamais à un produit, et que le produit est amené à évoluer, ce qui fait que, bon, du Krusty, je pense qu'il y en aura beaucoup. Je le souhaite, en tout cas, c'est stimulant d'avoir une telle vivacité dans le secteur d'activité, mais ce qui est bien dans cette duplicabilité de ces modèles, de ces créations, c'est que ça empêche de se reposer sur ses lauriers. On est obligé à chaque fois de se remettre en question, de réfléchir, de voir ce qu'on peut faire de mieux, etc. Donc tant mieux s'il y a de la concurrence, tant mieux s'il y a des personnes qui copient, ça pousse à aller de l'avant et à toujours se remettre en question. C'est un très joli mot de la fin, je trouve. Un grand merci, messieurs. Je vous invite à les applaudir pour les remercier d'être venus. Jérémy Dupuis, directeur développement et opération pour Krusty Sabaïdi, et Nordine Boujnane, directeur général de Wingstop France. On va poursuivre dans la restauration internationale pour la suite. Street food international, un phénomène global en pleine expansion, avec Bernard Boutboul, président de Gira Conseil, et Vanessa Chi, cofondatrice de Check-in Bang. On se retrouve dans 10 minutes.